saluer le jury de la compétition internationale présent dans la salle. Alors, c'est une avant-première mondiale, vous allez découvrir 2 épisodes. On est là dans une série importante parce qu'elle est assez différente de ce qui se produit traditionnellement en France. C'est une série OCS Signature. C'est une série sur la guerre, une très grande force d'actualité parce que sans vous la spoiler, vous la divulgacher, mais vous savez qu'elle est sur la force Mali au Barkhane, la force Barkhane au Mali, pardon. Et donc c'est ça qui nous a beaucoup séduit à Célimania. Elle est co-créée par Thibaut Valtou, avec un auteur qui s'était déjà intéressé à l'histoire, c'était Frédéric Criville, qui avait, vous mentionné, écrit Un village français. Donc il y a toute une partie de l'équipe d'Un village français qui se retrouve là. Jean-Philippe Pamard, le réalisateur Jean-Philippe Pamard, le compositeur Éric Neveu, la société de production Tetramédia. Et donc, voilà, c'est une affaire un petit peu d'équipe. C'est une équipe d'expérience qui s'est entourée de très jeunes comédiens qui venaient. Ce mélange est absolument fascinant. Avant de les accueillir sur scène, je vous rappelle que vous êtes vous aussi un jury, que cette série est bien évidemment soumise à votre vote, le prix du jury, et vous trouverez des urnes à la sortie. Je présente aussi, et vous la connaissez à côté de moi, Nora Bozou, rédactrice en chef et animatrice de l'émission Story Série, tous les mardis soirs sur OCS, et c'est elle qui fera le débat après avec l'équipe. De Sentinelle, merci de me rejoindre Thibaut Valtou, l'auteur, Antoine. Merci. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être venus nous voir et voir ces 2 épisodes surtout. Vous êtes les premiers spectateurs de cette série. On a hâte de voir vos réactions pendant la projection et de faire un petit débat ensuite pour savoir un peu ce que vous en avez pensé. Je vais essayer d'être bref, mais je tiens vraiment à remercier Célimania. Vous faites un travail formidable depuis des années pour promouvoir les séries. Et merci infiniment de nous avoir sélectionnés dans cette prestigieuse compétition internationale. The only sentence I'll be translated to English for you to jury is that because you know so much of that. It's great to be here. Everyone will be in French except this sentence. Merci beaucoup pour cette sélection en compétition internationale. Je remercie bien entendu OCS qui nous a suivis dans toute cette aventure depuis le début. Merci pour votre soutien et vos encouragements pendant tout le développement et la production. Merci aussi à Orange Studio, notre coproducteur, sans qui rien n'aurait été possible non plus dans cette aventure. Merci au CNC et surtout un petit merci particulier à notre producteur exécutif marocain, Saïd Emi, qui est quelque part dans la salle. Ouais, je sais bien qu'il est. Qui est notre producteur exécutif marocain, qui nous a fait une production sur place absolument incroyable, qui nous a permis d'échapper à toutes les tempêtes de sable. Nous en avons eu beaucoup pendant le tournage, qui nous a permis d'éviter de fondre sous la chaleur de l'été du désert marocain. Merci vraiment pour tout le travail que tu as accompli. Et merci à toute cette bande de comédiens, ces créateurs. On est très heureux de faire cette série, qui est une série particulière, qui, on l'espère, a du sens par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Et
on espère que cette série permet d'avoir un éclairage sur le monde, sur la réalité, et nous aide à comprendre un peu mieux ce qu'on vit dans nos sociétés. Et pour ça, merci beaucoup à Thibaut Vaptou, le créateur de cette série. Thibaut a développé ce projet, a été rejoint par Frédéric Krivine dans l'aventure. Frédéric Krivine s'excuse de ne pas être là ce soir. Malheureusement, il y a un empêchement, mais ils ont tous les deux concocté une série magnifique. Jean-Philippe Amar, le chef d'orchestre du tournage, a réalisé cet épisode et cette bande de comédiens absolument incroyables que vous allez découvrir ont bravé des conditions climatiques incroyables, se sont mis à... Ne spoilez pas, on s'arrête. Et bonne projection. Voilà. Ce projet est né à la FEMIS il y a quelques années. En 2015, Thibaut a commencé à dessiner les contents de cette série, donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et c'est pour souligner tout le travail que fait cette école dans le département de création de séries, qui fait beaucoup pour la formation des scénaristes, mais aussi pour le développement et l'ambition de nos séries françaises. Donc merci aussi à la FEMIS. Merci d'être là. Et je voulais juste célébrer le boulot qu'on a fait tous ensemble, de la diffusion à la production, et évidemment à cet orchestre, à cette troupe que sont les acteurs. Et je voulais aussi ajouter une chose, mais je ne sais pas si je vais assurer de manière brève, mais de raconter les histoires, c'est quelque chose qui est essentiel, de faire rêver pour que ça résonne dans le monde et qu'on ait, nous, créateurs, tous ensemble qu'on est ici, on donne une vision du monde et cette vision du monde doit être absolument transmise au public pour pouvoir communiquer, pouvoir Je rappelle que cette série, donc, vraiment sur l'opération Barkhane, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est au Mali depuis 2014, c'est 3000 femmes et hommes de l'armée française qui sont déployés pour lutter contre les terroristes djihadistes là-bas. Donc voilà, ce sera le 5 avril sur OCS, bonne projection, et on se retrouve après pour un débat avec une grande partie de cette magnifique troupe. Merci beaucoup. Si on n'est pas ici pour aider les Maliens à faire régner le droit et la justice, qu'est-ce qu'on fout au Mali? On est venu ici pour obéir aux ordres, d'accord? Les ordres. S'ils ont un RPG, ils vont nous aligner. Et on va griller ici comme Jeanne d'Arc. Sans plus tarder, je vais appeler sur scène, sous l'applaudissement, l'équipe de Sentinelle, Thibaut Vaptou. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Voilà,
Alors, Thibaut, vous êtes le co-créateur de la série, le co-auteur. Je me suis demandé si c'était à la base l'idée de départ qui était de parler de la guerre, c'était voilà, je veux parler d'une guerre, on va choisir, plouf plouf. Ou bien c'était parler d'autre chose, avec des gens, un peu quand même la cause, c'était quoi les pas de Sentinelle? Non, l'idée de départ, c'était pas de parler de la guerre, c'est de parler au début de la jeunesse française, par le prisme de l'armée qui semble être un prisme intéressant pour faire un portrait d'une jeunesse éclectique et à l'âge du pays dans lequel on vit. Et une fois que cette arène de l'armée est trouvée, très vite la nécessité d'envoyer ces personnels en opération extérieure s'est imposée et l'opération Barkhane, qui a tout de suite été celle qui m'a le plus intéressé, c'est un conflit qui résonne particulièrement avec l'histoire française, l'histoire coloniale, et que c'est un des seuls conflits sur lesquels on est les seuls, en tout cas au moment où j'ai considéré que la France était les seuls à être engagés sensiblement. Donc c'est comme ça que c'est dessiné. On appelle l'armée la grande bête d'ailleurs dans les premiers épisodes, le mot est lâché. Est-ce qu'on prévient l'armée française quand on fait une série sur l'armée française? Est-ce qu'ils ont participé? On a pas mal discuté avec eux, on a essayé de trouver un terrain d'entente pour qu'ils puissent nous aider un maximum sans empiéter sur notre liberté artistique et sur ce qu'on veut dire. Et on est arrivé à, je pense, à quelque chose qui fonctionne parce qu'ils ont vraiment un petit peu ouvert les portes. Pendant l'écriture, j'ai pu faire quelques séjours en régiment, puis après, les comédiens ont pu passer une semaine pour apprendre un petit peu les règlements de comment on bouge. On en parlera après, tout ça, attention. Ah, pardon. Et voilà, on en reparle un peu, et puis on essaye de faire le tri entre ce qu'ils nous disent parce qu'ils le pensent et ce qu'ils nous disent parce qu'ils veulent tout dire, et on fait pareil, on essaie de faire en sorte que ça se nourrisse. Jean-Philippe, vous êtes le réalisateur de Sentinelle. Les séries sur la guerre, c'est pas un genre très français, ça va, alors qu'on est quand même engagé dans plein d'OPEX, opérations extérieures, depuis les années 70, l'Afghanistan, le Tchad, le Mali, le Sahel. Pourquoi, à votre avis, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu en France encore, les séries, les films sur la guerre? J'ai un peu le sentiment que la manière dont les grandes séries anglo-saxonnes, et notamment aux États-Unis, s'emparent de la guerre, c'est souvent un petit peu spectaculaire. Nous, on avait envie de raconter un peu les choses autrement, en essayant d'y ajouter beaucoup de sens, notamment ce que racontait Thibaut autour du passé colonial de la France. C'était hyper important pour nous d'évoquer ça, de ces Français d'origine sénégalaise, en ce qui concerne Marcel Mendy ou algérienne, en ce qui concerne Djibril, de raconter que cette France-là était multiple. Et du coup, ça fait glisser un peu le récit et on raconte autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Vous avez des références, vous, Jean-Philippe, des films de guerre que vous avez peut-être revus avant de vous mettre à la Sentinelle dans le projet de oui, esthétiquement, j'avais notamment le film de Saint-Mendes, Jarret. Et puis après, justement, sur la question de la guerre, comment elle est questionnée par des gens comme Mali ou dans l'Afghanistan, ça générait des choses en termes de sens. Pas mal. Sur ce point, il y a eu quelques séries militaires qui ont, enfin des séries de guerre, si on peut dire, où les références à l'écriture, c'était plus à l'échelle de la mini-série anglaise Warrior ou de Generation King, plutôt que sur des séries, sur des task force élites. Oui, je suis pas aidé. Et du coup, c'est fini. Jean-Philippe, vous êtes aussi documentariste, vous faites du documentaire. C'est quoi la différence quand on fait un documentaire sur la guerre? Là, suivre l'équipe en opération et filmer le réel au travers du prisme de la fiction. Le documentaire, par essence, est une captation du réel sans y ajouter ni de drama, ni de fiction, ni de caractérisation spécifique de personnages, ni de carte de réel. On peut avoir un peu de là-dessus. Une écriture visuelle. Absolument, mais la fiction ajoute à ça
peut aller plus loin puisqu'on peut se permettre plus. Je dénigre pas du tout de renvers, mais stricto sensu, je capte le réel, je fabrique pas avec. La fiction, on peut fabriquer avec certaines situations, notamment comment une incarnation qui vit des choses et traverse avec eux. Éric Neveu, bonsoir, c'est un compositeur de Sentinelle. Est-ce que vous avez travaillé avec les épisodes déjà? Est-ce que vous avez déjà utilisé dans des projets? Comment on compose la musique d'une série? Est-ce qu'on compose avec des images? Est-ce qu'on fait des choses? De quoi on s'inspire? Ça dépend des séries. À chaque fois, on réenvisage la méthode sur Sentinelle. L'idée, c'est on a décidé de composer des choses avant l'image. J'ai composé une sorte de suite qui nous a permis, avec Jean-Philippe et les producteurs, de réfléchir à des couleurs, à des textures, et d'essayer de se projeter sur ce qui se passerait ensuite à l'image. Et quand ils ont commencé à monter, moi j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore vu d'image, et en fait les monteurs ont énormément utilisé cette suite, et l'ont démonté, décomposé, remonté, etc. Et du coup, à partir de ça, on avait une vraie couleur, et on a pu la développer et l'enrichir. On est parti sur des choses pas du tout rythmiques, on est vraiment allé sur des choses assez froides, assez électroniques, c'était une idée de départ. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail que ça pourrait devenir intéressant de réinjecter des choses plus traditionnelles, mais presque à la toute fin du travail finalement. Et c'est là où j'ai appelé le formidable chanteur et compositeur David Touré, qui est un italien qui a posé ses voix, qui a mis comme ça 2-3 heures au studio, posé des voix sur des choses qu'il avait posées bien avant. Et Abdoulaye Mouyaté, qui est un grand joueur de kora, qui intervient pareil à la fin. Et du coup, on a fabriqué quelque chose hybride. Mais c'est vraiment très spécifique à la série, à cette série. Et une question un peu technique, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de silence, c'est normal, on est dans l'embuscade, on entend beaucoup. C'est dur d'appeler les silences quand on est compositeur? La musique de film, c'est autant composer que s'arrêter de faire de la musique. En fait. C'est savoir le moment où il faut rester en retrait et laisser les images parler. Mais c'est aussi un dialogue très, très dense qu'on fait en équipe. On fait avec et l'équipe de montage, et les producteurs. Et on a fait d'ailleurs des séances de travail spécifiques sur la musique, ce que font beaucoup les anglo-saxons, ce qui se fait un petit peu moins en France, mais ça depuis longtemps, même sur le village français, on a commencé à faire ça. Donc on fait des séances de travail uniquement pour envisager la musique. On parle presque plus du montage. Salut les acteurs et les actrices, ça va? Vous êtes complètement stressés tout à l'heure? Ouais, vous pouvez passer un micro là, ils sont heureuses. Je vais m'adresser au groupe acteurs-actrices, la gauche et la droite. Donc n'hésitez pas à répondre aux questions de ceux-ci ans, ça va faire un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'était un peu un rêve de gosse de jouer dans un militaire? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à la guerre et qui disent jamais je vais faire la série de la guerre et il y a des petits non, est-ce que c'est un rêve de faire une série de guerre? Je sais que, étant jeune, dans les cours de récréation, avec les cousins, etc., on joue à la guerre, typiquement. Et donc là, se retrouver là-dedans, au départ, ça fait peur, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai fait ça pendant 10 ans, et maintenant, il se trouve que j'ai 15 ans de plus. Donc se retrouver dans un métier qu'on ne connaît pas et qui est aussi loin de nous, c'est compliqué. Mais ce qui était intéressant dans cette série, c'est que finalement, il y a le premier épisode qui est effectivement assez tourné sur l'action, du rythme, etc. Mais c'est pas le fond de la série. Donc en fait, oui, on joue à la guerre, mais on essaye d'abord de transmettre les émotions du personnage avant tout. Ça passe par le prisme de l'armée, mais c'est d'abord des gens qu'on a interprétés. Et voilà. C'est tout. Merci. Et pour rajouter, en fait, limite ce qui avait le plus amusant par rapport au rêve de gosse, etc., en fait, finalement, quand on était sur le tournage, c'est tellement technique, il y avait tellement de choses à penser, que finalement, en fait, on oubliait ce rêve de gosse parce que c'était beaucoup plus difficile. Et ce qui avait le plus amusant, c'était le stage qu'on avait fait. Ça, on va en parler après. On va en parler après.
le verrez. Alors ça, on va en parler après, parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait des images qu'il ne faut pas montrer. Surtout pas. Pauline, vous êtes la lieutenant d'un escolette dans Sentinelle, il y a quand même assez peu de femmes dans la série sur la guerre. Vous jouiez à la guerre petite, est-ce que vous avez appris des soins justement pour avoir de modèles féminins? Alors il y a bien une guerre de femmes et une guerre d'hommes, évidemment, on est secrétaires sauvages. C'était quelque chose qui vous parlait, vous, des rôles que vous aviez vus auparavant? Alors non, moi je n'ai jamais joué à la guerre quand j'étais petite, j'avais beaucoup de travail pour rattraper ça. Mais là où c'était une consécration, c'est que justement c'était un travail de comédienne qui demandait beaucoup et qui m'a demandé notamment un travail sur le corps. Et en ça, c'était hyper amusant de travailler très techniquement sur comment proposer un corps qui était crédible pour un corps militaire et en même temps de préserver ma personnalité aussi et d'apporter ma personne à mon personnage de lieutenant. Alors par le corps, on parlait de l'entraînement. Je crois que là, on parlait d'entraînement. Qu'est-ce que ça peut-être être facile, je pense. Tout le monde ne devait pas être entraîné pour faire la guerre. Il y a eu, on parlait de stage, il y a eu des stages, il y a eu de la musculation, il y a eu une préparation. Il y en a un qui était entraîné plus. Jonathan était plus entraîné que moi. Jonathan, c'était plus facile pour vous? Pas du tout, non. Mais produit du soleil. Peut-être parce que tu étais seul à enchaîner 35 tractions de premier jour. Non, c'est que je fais beaucoup de sport parce que ça me défoule, je suis un peu nerveux, donc je me détends. Ambiance. Moi, j'ai pas facilité, quoi. Je suis dans une famille militaire, forcément ça m'a un peu aidé, quoi. Mais sinon, non, de base, on a tous tout appris pendant ce stage. Alors c'était quoi ce stage? Est-ce que quelqu'un peut en parler? En gros, on est parti dans un régiment à Orléans pendant 4-5 jours et on s'est complètement immiscé. Court, mais c'était bien. Immiscé H24 avec un régiment, quoi. On a vécu avec eux, on était en tenue, on a appris, posé des questions, on a raconté des histoires, on a partagé des moments avec eux. On s'est entraîné, on a appris à démonter des armes, charger, courir, secourir. Enfin, 4 jours, on a essayé d'imaginer. Et voilà. Il y avait un élément assez. Enfin, il y a deux choses qu'on a vraiment créées là-bas. La première, c'est le groupe que vous voyez ici. Et cette amitié qu'on a essayé de retransmettre à l'écran, mais qui nous a aussi permis de passer au-delà les tempêtes de sable, les 45 degrés. Ça, on va en parler aussi, parce que c'est quand même sportif. C'est là qu'on a vraiment créé. C'est tout le groupe. À la caserne. Et aussi, on a démystifié ce que c'était qu'être soldat. C'est-à-dire qu'on pensait tous que voilà, une américaine comme ça, on se grenade comme ça, machin. Et en fait, pas du tout. Et je pense que ça aurait été ne pas rendre honneur aux soldats français que de faire n'importe quoi. Donc on a appris les bons gestes, les mots, etc. C'était vraiment très utile. Et j'ajoute un truc, c'est qu'on avait par ailleurs sur le tournage un CG militaire pour justement faire en sorte de ne pas faire de conneries, de faire en sorte que ce soit totalement crédible et juste. Et ça, il était totalement pas bien dans le tournage pour éviter ces cas. Physiquement, ça a l'air pas très léger. L'attirail d'un soldat, ça pèse combien? Vous avez combien de kilos sur les épaules? C'était la seule vraie. Moi j'avais 8 kilos d'armes. C'était énorme, très lourd. J'étais légère, mais qui pesait quand même 8 kilos. C'était énorme. C'était lourd en vrai, c'était quand même lourd avec le chaleur. J'ai entendu. Donc il y a une vidéo. Il ne faut pas que vous voyez. Sinon il y a des carrières qui vont être brisées. Non, elle ne va pas être diffusée là, c'est pas un truc genre, en fait, ce soir, on leur met la honte. Non, mais alors, est-ce que quelqu'un peut se deux? Parce que ça a l'air assez cocasse, le début de cet entraînement physique. Je crois qu'il y a des doses, comme on dit. Non, mais parce que c'était pendant le stage. Voilà, on s'y connaissait pas du tout, on n'avait pas du tout la forme, ni quoi que ce soit.
voir un peu la déambulation dans une ville et voir tous les gestes qu'on a appris quelques jours plus tôt, donc ça c'est un jour en l'occurrence, pour voir tous les gestes et surtout toute la part d'improvisation qu'il peut y avoir, parce que sur le terrain, il peut y avoir des personnes qui lancent des grenades, il peut y avoir des tirs, est-ce qu'on arrive à trouver les ennemis potentiels. Et donc du coup, il y avait les militaires qui s'occupaient de nous, qui nous ont mis un peu en condition et qui nous ont mis un peu la pression avec des grenades de plate, des tirs, etc. Et en effet, on était un peu des sentinuls, c'est-à-dire que clairement, on n'était pas prêts et il y a eu des situations très drôles que je ne vois pas. Eux, ils faisaient un peu visibles. Et eux, ils faisaient tout. Et ils riaient beaucoup. Si on regarde cette histoire. Ah ouais, là, c'est. Mais malheureusement, on ne pouvait pas le voir. Non, mais eux, ils sont foutus de notre gueule après pendant, je sais pas, pendant 2 jours, parce que donc, les grenades de plâtre, c'est des fausses grenades, mais quand vous les envoyez, ça pète vraiment fort. Et il y en a une qui était un peu trop près de certains d'entre nous. Et donc, les gens se sont cognés, etc. Et il y avait donc, 4 militaires comme ça en train de fumer. Et il y a un endroit qui s'appelle la Popote, qui est genre leur café local dans la caserne. Toute la caserne, t'as vu, regarde ça, machin. On partait 2 mois après pour 3 mois dans le désert à faire les soldats. C'est mon artiste. Très beau, zéro crête quoi. Zéro crête. Alors on parlait de chaleur et tout, alors je crois que ça a été un tournage un peu mouvementé en termes d'imprévu, comme la dit, tout est imprévisible. Alors c'est pas la mort qui rose, c'était la chaleur. C'est vrai que c'était assez éprouvant, voire même oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les conditions de tournage? C'était très difficile, il faisait très chaud, des tempêtes de sable, beaucoup de tempêtes de sable. On a tourné avec les tempêtes de sable, on a tourné avec les intempéries. J'ai quand même tourné avec les tempêtes de sable dans la bouche de la voiture. Oui, on a tourné, Jean-Philippe, même pour l'image, j'ai mis cette image, ça donnait du grain, du corps, et nous, ça nous mettait dans un état de vérité en fait. Quand on était en pleine tempête de sable, on pouvait sortir du bain, se former, aller protéger, aller encadrer l'école, spoiler l'épisode 14. Voilà, c'était. Voilà, tout ça, merci. Et la fin. C'est des choses presque qui ne se jouent pas, quoi. Parce qu'on avait filmé une partie à Paris pour l'intérieur des vagues, pour simuler. Les vagues, c'est des blindés. Des blindés. Mais une fois au Maroc, avec des conditions dans la chaleur, on a vraiment enduré ce que des soldats endurent. Voilà. Avec donc 8 kilos d'armes. 8 kilos d'armes, 10 kilos en plus pour moi. Voilà. Yannick. Vous savez, vous, Yannick, il va falloir prendre un micro quand même. Moi, j'ai pas eu la chance de faire le stage, parce que je travaillais, donc, mais en même temps, c'était pas mal parce que du coup, je les ai découverts en groupe. Dès qu'on a commencé à tourner, ils avaient déjà beaucoup de complicité. Et non, moi, j'ai surtout beaucoup discuté, travaillé à lire des choses sur l'éthique militaire, sur obéir aux ordres, sur des bouquins de généraux, pour essayer d'avoir un peu comme ça un background sur le commandement surtout. Et voilà. Et les personnages de commandants qui vous ont inspiré, des films, vous avez regardé, vous êtes inspiré d'un personnage de fiction ou Non, j'ai surtout lu des bouquins bien réels et des témoignages. Et puis après c'est vrai que les conditions étaient idéales pour s'immerger totalement dans le salle. Et puis avec ce groupe. Et puis aussi, moi je tiens à saluer aussi vraiment toute l'équipe technique et puis aussi l'équipe technique marocaine parce qu'ils sont très très forts, parce que les techniciens nous ont beaucoup aidé. Donc franchement, chapeau. Et les figurants, parce que ça pouvait être hostile le climat, au des moments, c'était dur. Et dans les vagues, il fait
se sent une certaine responsabilité, un poids un peu supplémentaire de représenter des gens qui font ce métier-là, qui sont soldats, qui sont engagés dans la France, qui se battent, qui, la mort dans les rôles, on voit dans tous les épisodes avec on se sent un poids supplémentaire, ce genre de rôle, on dit qu'on est quand même investi par un truc un peu dans le monde. En plus, là, on jouait à la guerre tout à l'heure, là, quand moi je revois la série et que je pense aux circonstances actuelles, je dis bon, c'est l'enjeu de la guerre, et puis voilà. Enfin, c'est, oui, quelque chose à porter. C'est des jeunes de 18 ans à 21 ans qui sont formés, c'est assez dingue de se dire que c'est eux qui vont faire la guerre de nous. Moi, c'est à ce à quoi j'ai pensé quand j'ai eu ce rôle. Je me suis dit, putain, moi j'ai 25 ans, si c'était à 18 ans, endosser ça, c'est quand même. C'est pas rien, quoi. Mais c'était important de voir, si vous avez aussi ce stage, de voir ce que l'armée, c'était quoi pour l'armée, ce que ça leur offrait. Et Antoine et Emmanuel, justement, quand on produit une série comme ça, sur un sujet aussi sensible, sur une opération qui existe, qui est en cours depuis 8 ans, au Mali, au Sahel, avec du terrorisme qui vient tout le monde frapper, et pareil, on a une responsabilité. Enfin, on dit oui tout de suite, ou on se dit, attention, là, il va falloir un peu vigilant. On passe la patate chaude. Le projet on connaissait, c'est Antoine qui ont choisi d'avoir le pilote qui avait écrit Thibaut. Donc non, c'est pour ça qu'on fait de la fiction. C'est pour parler de notre société, de la société dans laquelle on vit, et puis on n'a pas de message à faire passer, on n'a pas de leçon à donner. Je pense que cette série est intéressante à voir pour toute sa complexité, toutes ses ambiguïtés, tous ses paradoxes. Ce portrait de la jeunesse aussi sous le drapeau. Je rappelais tout à l'heure que Thibaut il a eu cette idée en 2015. C'est pas une date tout à fait particulière, tout à fait anodine, parce qu'on pense à faire une série sur l'armée française. Je veux bien un petit mot parce que cette question de responsabilité particulière ou l'enjeu c'est vraiment de raconter, d'essayer de faire une série qui, au-delà en plus de raconter une histoire que j'espère intéressante et de s'intéresser aux trajectoires des personnages, le gros avantage d'une série c'est quand même que c'est porté par plusieurs personnages, en plus c'est une série chorale avec beaucoup de personnages, comme on voit ici les acteurs, et sur une temporalité longue, donc c'est assez intéressant je pense de pouvoir, dans un monde où les débats se polarisent, de pouvoir donner la parole assez clairement à ces personnages qui sont en désaccord les uns avec les autres et de se dire, je sais pas, au hasard, première scène, putain, qu'est-ce qu'elle est comme cette journaliste, et après, ah oui, mais en fait elle a un peu raison là-dessus, et de se dire que sur 7 heures de série avec plusieurs points de vue adoptés, ils ont tous un peu raison, tous un peu tort, et de tout ça, il sort quelque chose, je pense, d'assez nuancé, et enfin j'espère, et intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en public? C'est l'occasion. Ah, très bien, quelqu'un qui n'est pas timide. Tout de suite, il ouvre le bal. Est-ce qu'on peut donner un micro au troisième rang, s'il vous plaît? Le micro qui arrive, le micro qui arrive. Merci. Et beaucoup de gens ici, merci pour la série, en tout cas pour ces épisodes. Moi j'ai deux petites questions, je vais essayer d'être court. Sur la question du lien à l'armée, dans ce festival, notamment on a souvent, par exemple, les gens du bureau des légendes qui nous racontaient des liens très particuliers qui avaient avec la DGSE, tout ça. Vous, est-ce que, juste pour savoir un petit peu plus, est-ce que vous deviez soumettre par exemple des sortes de synopsis? Est-ce que vous voulez savoir ce que vous racontiez? Est-ce que vous aviez des sortes de lignes rouges ou que sais-je? Et puis, deuxième petite question, parce qu'on s'intéresse évidemment beaucoup au réalisme militaire, mais en fait, dans ce qu'on voit, et c'est ce qui est assez frappant, en tout cas dans ces deux épisodes, surtout le deuxième, c'est aussi le défi pour vous du réalisme des locaux. Et là, comment, parce que l'armée, ok, on a des conseillers, tout ça, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus cadré peut-être, c'est plus simple pour nous. Là, comment on fait pour essayer justement, parce que c'est aussi délicat, évidemment,
autochtones. Je crois que c'est deux questions vraiment très différentes. L'armée, je dirais pas que. Je sais pas quelle est la règle pour écrire une série qui parle de l'armée. Je sais que nous, le bureau des ventes, c'est pas le même cas de figure, puisque l'armée n'est pas partenaire de la série, l'armée nous a aidés à nous renseigner. Et du coup, il n'y a pas vraiment de ligne rouge à placer ou pas. Après, ce qui était important pour moi, surtout, c'était d'essayer de savoir, à partir des textes déjà écrits, ce qui était grotesque, éventuellement, plausible ou complètement réaliste. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on dit que c'était grotesque, si on disait grotesque, normalement on l'a pas fait. Mais si on dit c'est réaliste, mais attention, là pour nous c'est intéressant parce que le but c'est de toucher au plus près, il y a des situations qu'on ne peut pas savoir exactement comment ça se passerait. Le but c'était à chaque fois qu'on a tendu le réel, on a fait normalement connaissance de cause, et parce que c'était intéressant pour la dramaturgie et que ça ne nous semblait pas être trop grave à ce niveau-là. Quant à le rapport aux populations maliennes, ouais, je vais le c'est une question de temps pour ce qui concerne l'écriture. Les dynamiques du conflit, il a fallu se documenter, et ça c'était la documentation, comme sur n'importe quelle série un peu réaliste. Par exemple, je ne vais pas faire tout l'historique, mais au début, quand j'ai commencé à écrire, le conflit était celui dans le Nord, donc c'était plutôt le conflit était différent. Les Touaregs, les indépendantistes, bref, pas faire tout l'historique du coup. Et donc, du coup, à mesure que la guerre a progressé, le conflit s'est délocalisé, et la série aussi. Donc, ça, c'était un travail de documentation pour tout ce qui était à peu près la situation sur place, ça avait le fait. Et après, pour l'autre partie, parce que c'est surtout au tournage que ça fonctionne. Oui, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est qu'en fait c'est presque une approche documentaire sur ce genre de scène. C'est-à-dire que, par exemple, la scène que vous avez vue de l'enterrement du petit, là on se renseigne sur les coutumes, comment ça se fait, dans quelle mesure, ainsi que tout ce qui tourne autour du lien, de la parole, la libération de la parole avec les femmes, leur position dans ce genre de village, le chef du village, ça c'est la vraie documentation qui ressemble beaucoup à une recherche documentaire. C'est vrai que pour ça m'était assez familier et à la fois agréable. Y a-t-il d'autres questions? Une question en premier temps. Il y a quel numéro de micro? Merci beaucoup pour ce premier épisode. Moi j'aimerais savoir surtout l'actrice qui joue le sergent Collet. Comment on fait pour préparer un rôle d'une femme dans l'armée, sachant que c'est quand même un milieu très misogyne. Et donc comment vous préparez en fait pour interpréter ce rôle? Vraiment exactement comme tout le monde, comme tous les autres de la section. Avec en plus quand même, je me suis effectivement imaginé un passif un petit peu peut-être compliqué. J'ai pu rencontrer des femmes qui sont maintenant dans l'armée pendant cette immersion qu'on a fait ensemble, et effectivement elles avaient toutes des témoignages assez durs à me transmettre. Donc voilà, moi j'ai apporté à mon personnage une forme d'intransigeance avec elle-même et avec les autres, qui vient probablement de ça. Mais en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé et là où j'ai apprécié l'écriture du scénario, c'est que c'était pas la question, et que c'était pas la
question de un personnage non plus. Il s'agissait simplement de faire son travail de gradé. Et qu'elle voulait. Enfin, voilà, j'essaye de bien mener ce trajet-là pour justement qu'on évite la question en personnage. Donc on a toutes les deux suivi le même trajet, le personnage et moi-même, à savoir juste essayer de faire au mieux le travail. Voilà. D'autres questions? Ah, une là-bas, une ici. Moi j'ai une question pour Antoine, je crois que c'est ça votre prénom, monsieur le scénariste. Vous avez coécrit avec une sorte de légende des scénaristes français, parce que Frédéric Rilly, à ma connaissance, c'est le premier showrunner tel qu'on le présente aux États-Unis. Et là vous étiez tous les deux. Comment ça s'est passé avec un gars qui a eu l'habitude d'écrire dans un monde avec Michael Zoom? Merci pour cette question. Je suis devenu moi-même une légende. Non, c'était super parce que Frédéric a effectivement une réputation qui le précède. C'est un créateur de séries, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de pédagogie dans tous les ateliers qu'il a pu conduire. Il y a quand même beaucoup de séries qui sortent aujourd'hui qui sont écrites par des scénaristes qui sont passés sous le chaperonnage de Frédéric. Là, c'était un petit peu différent parce que c'était pas tout à fait un chaperonnage puisque c'était une collaboration. Donc, il a fallu qu'on trouve une grammaire commune, mais en fait, elle s'est trouvée très vite parce qu'on a beaucoup de points communs dans la manière de voir le monde et dans la volonté de, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, d'avoir un propos le plus nuancé possible sur le monde sans jamais tomber dans le cynisme. Et donc, du coup, c'est très bizarre parce que l'écriture s'est fait sur quand même une longue période pour plein de raisons. La relation a beaucoup évolué. Au début, j'étais quand même vraiment dans son monde et je lui ai confié les personnages que j'avais amenés en disant vas-y, comme vous l'avez dit, tu es une légende, empare-toi de ces personnages. Et en fait, très vite, je me suis dit que c'était pas ça qui l'attendait et que je l'attendais. Mais après, wow. Mais normalement, on a réussi à trouver une solution à un super mode de fonctionnement qui en fait, pour le coup, je vais me donner très concrètement. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, on a fait plusieurs réunions ensemble en amont. Moi, j'avais déjà écrit le pilote et des premières directions pour la suite quand Frédéric est arrivé, donc ça permettait, les personnages existaient déjà, ce qui est quand même très important pour une série. Et après, pour chaque épisode, moi, j'ai écrit les premières versions. Frédéric écrivait les deuxièmes versions, et après, on écrivait la version finale ensemble, on la relisait. Et entre-temps, pendant ces périodes, quand je doutais, parce que le problème c'est que quand ton co-auteur c'est Frédéric Rilly, quand tu lui rends une version de travail avec ton co-auteur, il est un peu stressé, parce que tu te dis qu'il en a quand même vu pas mal. Donc là, je dois remercier le troisième scénariste de la série, JB, qui a reçu toutes mes versions avant que ça arrive jusqu'à Frédéric. Merci JB. Et le producteur, évidemment, ça m'a habitué à ce que merci. Il y avait une question ici, au premier rang. Déjà bravo à tous parce que ça fait plaisir d'avoir des séries françaises ambitieuses et bien produites. Moi j'ai une question tout à l'heure, vous disiez que l'armée n'était pas partenaire de la production. Comment on fait pour un véhicule marocain? C'est tout. Oui, globalement, grâce à Saïd, qui a assuré la production. D'abord, on a eu des véhicules militaires. D'ailleurs, je peux bien vous donner un truc, parce que bon, on va le savoir, mais les VAB français ont 4 et les VAB marocains 6.
Bonsoir. Moi j'avais une question, c'était pourquoi on a décidé d'en faire une série, je veux dire pourquoi pas un film, et qu'est-ce que le format série vous avez permis de rajouter de plus voilà. Pour le... Oh non, mais oui, déjà moi je viens de la série, moi je suis scénariste pour être scénariste et créateur de série, donc j'ai plus... En fait, ça c'est même plutôt posé dans le sens, c'est sur quoi je peux bien faire une série, ça sera sur l'armée, mais par ailleurs, ça c'est des réponses pas très intéressantes. L'avantage, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la série, on a quand même plusieurs personnages, point de vue, on arrive à donner, à 7 heures pour raconter l'histoire, et on a plusieurs storylines qui se croisent, donc sur un film, c'est pas possible d'avoir un propos autant nuancé et autant incarné par différents personnages. Le but n'était pas de faire une série à thèse, c'est une série qui n'était pas engagez-vous ou ne vous engagez pas, c'était d'essayer de dire qui sont ces gens qui se sont engagés et comment ils font au quotidien, et pour ça, plus il y a d'heures de programme, mieux c'est pour nous, et j'espère pour vous. Bonsoir, merci à vous déjà, aux acteurs et puis à toute l'équipe. Justement, pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, ça fait un moment que je me pose cette question, est-ce que du coup il va y avoir peut-être une suite, je parle en saison bien sûr, ou est-ce que cette saison-là suffit à répondre à tout ce que vous voulez dire? Je sais pas, peut-être que c'est pas à vous de décider, nos prods, ou carrément à je sais pas, c'est... Ouais. Alors, c'est un enfant. Si on est seul à décider de faire une deuxième saison, on est en train d'en parler avec le CS et ensuite, a priori, on va faire une deuxième saison. Il faut que ce soit une réponse. Il faut que vous en parliez à vos amis proches pour regarder la série, parce que c'est aussi comme ça, en vrai. Pas bête de le dire, c'est comme ça qu'une série va avoir un avenir, c'est aussi le public qui la plébiscite, qui regarde les saisons entièrement, qui en parle, ça marche aussi comme ça pour donner une suite, quoi. C'est un truc tout le monde. Après, moi, je regarderai la suite. C'est tout. Merci. C'est encore des questions. Je suis là. Oui, j'ai une question pour lui. Est-ce que c'est difficile de tourner Germinal sous la pluie ou même ça? C'est une très bonne question. Germinal était sous la neige, principalement. Mais je dirais que le plus dur est de tourner dans le Sahara, parce que le froid, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours mettre un manteau, un surmanteau, un truc, machin. La chaleur, quand elle est là, c'est impossible de faire quelque chose, à part boire. Je crois qu'on buvait en moyenne 8 litres à 10 litres d'eau par personne. C'est pas un détail hyper marrant, et on n'allait jamais aux toilettes. Donc on faisait que transpirer, et donc c'était vraiment très dur. Mais encore une fois, ça a amené quelque chose parce qu'on n'avait pas d'effort d'imagination à se faire. Tout était là, on était au Mali, évidemment dans bien meilleures conditions que les États, mais en ça c'est un énorme plus. Mais le Sahara, bien tenu. Si on a encore le temps, est-ce que quelqu'un peut nous préciser si on a le temps pour encore une question? Quelle idée? Et là, j'ai très longtemps. Ah oui, il est tard. Donc, s'il n'y a pas une dernière question, peut-être, parce qu'il est tard et je peux vous garder plus longtemps, plus longtemps. Sinon. Merci en tout cas. Merci.
well.